Bonjour et bienvenue dans les entretiens de Diane de Poitiers. Mon invité est éditeur, un autodidacte. Parisien d'origine, poitevin par la vie. Il arrive très tôt dans le Poitou avec ses parents. Le droit aurait pu être sa route, ça ne sera qu'un détour. Il abandonne les codes pour les scients, les livres de loi pour les disques, la musique déjà comme boussole. Le voilà disquaire à Poitiers, il est engagé dans les mondes du disque pendant 13 ans. Et puis la maison de l'architecture l'appelle à la direction. Là encore, 13 années pour apprendre, transmettre et construire. Et puis vient le besoin de bâtir, littéralement, symboliquement aussi. En 2004, naît le Lézard Noir. Son ambition, sortir de la carte postale, être à l'avant-garde du romantisme noir et du japonisme décadent, éditer les marges, faire entendre les voix d'un Japon que l'on n'entend pas toujours. La reconnaissance arrive en 2008. Le festival de la bande dessinée d'Angoulême lui décerne un prix pour Momine et un 12e en 2018. Cette année, le festival d'Angoulême est annulé, mais lui est là pour nous parler de l'économie du livre, de son parcours d'éditeur et de cette question simple, en apparence seulement, comment devient-on éditeur? Stéphane Duval, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation sur cette émission. Il y a eu d'abord un coup de foudre pour le Japon. Ensuite, pour une femme japonaise, est-ce que l'amour commence parfois par une culture, un paysage, par aimer le pays de l'autre? Ah, est-ce que c'est aimer le pays de l'autre? Je pense oui que c'est le Japon qui m'a amené à la femme japonaise, ou plutôt la culture des marges au Japon, en musique, en littérature, mais plus particulièrement cinéma. Et j'ai été fasciné au mi-temps des années 2000 par toute cette culture japonaise et ça m'a amené spontanément à connaître des Japonais et à trouver ma femme, entre autres. Vous avez suivi vos passions, vos coups de foudre, même quand ils sortaient des sentiers battus. Est-ce que ce goût de l'exploration vous a conduit à devenir autodidacte dans votre vie professionnelle? Alors pourquoi autodidacte? Alors j'étais pas forcément un bon élève à l'école, donc j'ai dû essayer de cultiver par moi-même ma différence, je pense. Et très très tôt, je me suis intéressé à la bande dessinée. Quand j'étais gamin, je suis arrivé aux alentours de 10-11 ans, je crois, en Poitou. Et j'ai dû faire mes premiers festivals à Angoulême à 13 ans ou 14 ans. Donc j'ai fait mes premières demandes de dédicaces, des choses comme ça. J'étais fasciné par la bande dessinée préadolescent. Et j'arpentais les rues de Châtellerault à l'époque, parce que je viens de Châtellerault, en vélo pour aller d'un bouquiniste à l'autre pour essayer de découvrir... les jeunes aujourd'hui ne se rendent pas compte à quel point l'accès à la culture était beaucoup plus compliqué dans le temps, surtout quand on habitait dans une petite sous-préfecture de province. Donc cet intérêt pour la bande dessinée, je l'ai un peu perdu après en m'intéressant plus à la musique. Et pourquoi autodidacte? Parce que j'ai pas intégré d'école. En fait, je savais pas vraiment ce que j'allais faire dans la vie. Je m'intéressais à la culture, à ces choses-là. Et j'ai eu envie de produire par moi-même, en fait, peut-être pour être au centre de l'information, plutôt que d'aller à la pêche à l'information, en étant dans la création soi-même et n'étant pas artiste. Le fait d'être producteur, un petit peu comme l'était un mécène dans le temps, en produisant avec ses propres deniers un livre, un disque ou autre, m'a permis de rencontrer des gens et de voir l'envers du décor. Donc c'est plutôt comme ça que je suis arrivé en fait à l'édition en étant autodidacte. Alors vous le disiez justement, vous n'avez pas trouvé votre voie tout de suite. Et vous savez, aujourd'hui, beaucoup de jeunes tâtonnent, se cherchent, hésitent même, et ne trouvent pas justement leur voie tout de suite. Est-ce que c'est une bonne chose dans la vie de ne pas trouver sa voie tout de suite et de prendre quelques détours? Alors, si je prends l'exemple de mon fils, par exemple, lui, il sait absolument ce qu'il veut faire depuis toujours. Donc, je pense que sa voie est plus ou moins tracée, mais énormément. C'est pas le cas de la majorité des enfants. Je veux dire, même moi, à 40 ans, je me demandais encore ce que j'allais faire quand je serais grand. Parce qu'il y avait plusieurs possibilités, parce que, en fait, on accorde, je pense, en France, beaucoup trop d'importance au système scolaire. Et je pense qu'on peut y arriver par des voies détournées
Et si je prends mon exemple, j'en suis un peu la preuve, puisque à la base, moi j'avais qu'un bac littéraire que j'ai eu, c'est-à-dire au rattrapage. J'ai fait 3 mois de fac, j'ai eu un boulot chez un disquaire et j'ai souhaité développer des projets. Ça m'a permis de rencontrer des gens et on tire un peu des fils d'Ariane. Alors moi, j'en tire beaucoup à la fois, parce qu'il y a plein de sujets qui m'intéressent, musique, livres, bande dessinée, cinéma. Donc voilà en fait comment un jeune aujourd'hui pourrait se lancer. Il y a la manière dont vous faites votre émission en vous libérant des codes et en faisant votre propre production, votre propre chaîne avec vos outils. Donc ça, c'était des outils qu'on n'avait pas à l'époque en fait. On le voit avec tous les comment on appelle ça, les gens sur les réseaux, les réseaux, les réseaux sociaux, ouais, ouais, oui, ou YouTube ou oui. toutes ces chaînes. Bon, moi, je suis pas très friand de ça, mais Vous faites la différence entre les influenceurs et les producteurs d'émissions, ou plutôt de alors journalisme je connais alternatif? pas trop, mais je vois par exemple si on prend le domaine du Japon, je vois énormément de gens qui sont au Japon. Il y a un jeune homme là qui fait une chaîne sur Instagram ou sur YouTube sur le Japon vu du train. Je pense que c'est quelqu'un qui est probablement autodidacte et qui a décidé de se créer petit à petit et de faire son cheminement. C'est la même chose. Il y a des gens en économie, enfin dans des tas de domaines. Donc je pense qu'on peut, si on n'est pas forcément bon à l'école, avec persévérance, s'affranchir du système scolaire, quitte à y revenir plus tard. Et c'est ce que j'ai fait moi. Alors justement, beaucoup d'autodidactes connaissent ce sentiment de cette blessure de l'imposteur. Est-ce que pour vous, ça a été une alerte, ou est-ce que d'abord vous l'avez connu? Et si c'est le cas, est-ce que pour vous, ça a été un moteur, une alerte, ou simplement un sentiment avec lequel vous avez dû faire avec? Alors je l'ai connu à une certaine période de ma vie. En fait, je l'ai pas connu quand j'étais disquaire parce que c'était vraiment mon domaine, j'étais vraiment dedans. Et encore très longtemps après avoir quitté ce boulot, je disais que mon vrai travail à moi c'était disquaire, mais qu'on avait plus de difficultés à le faire dans les années 2000 avec toutes les différentes crises que le disque a subies. Je l'ai eu peut-être quand j'ai travaillé à la maison de l'architecture, parce que effectivement j'ai été recruté directeur de la maison de l'architecture, alors non pas sur un malentendu, il se trouve que j'y avais fait 3 expositions d'art avant et que les gens qui présidaient la maison de l'architecture, le conseil d'administration, avaient envie d'un espace ouvert sur les différentes disciplines artistiques. Donc c'est comme ça que j'y suis arrivé. Mais effectivement, quand il s'agissait de parler du métier d'architecte et autres, j'étais pas forcément dans mon élément. Ce qui m'a pas empêché d'y rester pendant 13 ans, alors que c'était pas prévu au départ, et de faire peut-être une centaine ou 150 expositions, 300 conférences, et puis de développer en parallèle une partie du catalogue du Lézard Noir autour de l'architecture. Ça m'a permis de rencontrer des architectes français qui vivaient en Japon, et aujourd'hui on a publié certains livres que je pense être on va y venir. des Qui font des passerelles entre l'art. Oui, qui font des passerelles entre art et art, architecture Japon, mais aussi qui sont des livres de référence sur le domaine. Si j'insiste là-dessus parce que vous savez, j'entendais sur justement les réseaux sociaux un animateur de télé qui disait que le jour où il a dit à sa professeure d'école qu'il voulait être animateur, c'est Steve Harvey. On lui a dit, mais vous êtes qui pour devenir animateur de télé? Et c'est comme ça que chaque année, il envoie à l'une de ses anciennes professeurs une télé à chaque Noël. Ah ouais. Je me suis dit, est-ce que vous faites pareil? Est-ce que vous vous êtes dit, à un moment donné, j'enverrais bien un exemplaire de ma meilleure vente de ces professeurs qui m'ont dit... non, parce que j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs scolaires. J'ai un peu pas occulté tout ça, mais c'était pas... En plus, l'adolescence, c'est pas forcément les meilleures années de la vie, donc je suis un peu passé à autre chose par rapport à ça. Ça m'est arrivé quelquefois de croiser d'anciens professeurs à Poitiers. Alors, je sais pas, peut-être qu'ils me reconnaissent quand je passe dans le journal, ou s'ils me voient à la télévision, est-ce qu'ils se souviendraient encore de moi, j'en sais rien, mais non, j'ai pas gardé de contact. Est-ce que vous avez imaginé à quoi ressemblerait votre vie si vous avez suivi ce cursus en droit? Alors en fait, c'était pas droit. Moi, j'ai fait une fac de lettres et langues. Je pensais que c'était le droit. Non, c'était pas droit. C'est pour ça que je me suis dit en introduction le droit. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais je suis resté 3 mois en fac. J'étais pas fait, moi. Je suis pas fait pour rester pendant 3 heures ou 4 heures dans un amphi à écouter quelqu'un parler. J'ai un peu la bougeotte. Il faut que j'ai plusieurs idées à la fois. Je suis un peu ce qu'on appelle un slasher. Donc je peux pas me tenir à quelque chose.
Et en même temps, j'étais pas non plus manuel, donc je pouvais pas être coiffeur, ébéniste. J'aurais adoré, mais je sais pas. En tout cas, ces doutes et ces incertitudes ont été le terreau dans lequel, qui a permis de créer pour vous, en tout cas, après ces années, après ces cycles de 13 ans, quand même, je le remarque dans votre vie, 13 ans. Ouais, je sais pas ce que ça peut vouloir dire d'un point de vue numérologique ou symbolique, mais 13 ans, donc. Je pense que déjà, quand on fait 10 ans à un poste, c'est déjà long. Donc 13 ans, on est déjà, c'est un peu la queue de la comète de, comment dire, de l'enthousiasme pour un poste ou autre. Donc si on n'évolue pas un peu dans son poste, 13 ans, c'était déjà un peu beaucoup. Oui. En tout cas, donc là, vous créez votre maison d'édition, mais en parallèle, ça veut dire que vous travaillez la journée en tant que directeur de la maison de l'architecture, et ensuite, le soir, vous travaillez sur votre projet. Mais tout part de quoi? D'une idée, d'une rencontre? Oui, d'une idée, d'une rencontre. Alors, le premier livre que j'ai fait, c'était pas avec le Lézard Noir, c'était avec une autre maison d'édition qui s'appelait L'Île Verte. Et j'ai sorti un premier livre qui s'appelait François Augiras, Le Théâtre des Esprits, qui était un dossier littéraire sur un écrivain périgourdin. Et là, j'ai rencontré l'ayant droit, un ami de cet auteur, on a fait des recherches, on a retrouvé des vieux disques Piral en acétate que l'écrivain avait enregistrés en Algérie dans des boîtes à musique et dont il parle dans un de ses livres. Donc on avait fait un CD, on a retrouvé des vieilles archives de lui, de films, qu'on a fait sur un CD-ROM, et donc j'ai fait une espèce de livre un peu hybride avec enregistrement sonore, puis des textes inédits, des courriers, des lettres, des textes de spécialistes, donc et des films. Donc ça a été mon premier pied dans l'édition livre. Mais le milieu littéraire était pas un milieu que j'affectionnais particulièrement, puis je suis pas un grand lecteur de romans. Je préfère à la limite les essais ou les choses d'actualité, ou carrément l'imaginaire. Pour ce qui est de la BD, on parle de roman graphique, alors je sais que c'est le mot. Ouais, alors moi je veux pas trop rentrer dans le débat roman graphique, bon ça reste de la bande dessinée, ouais. Effectivement le roman graphique, on pourrait dire ça sort un peu de la case, mais aujourd'hui le médium est pas mal explosé, donc je suis attiré par l'image en tout cas, qu'elle soit cinématographique, la photographie, la peinture, et puis il y a eu un besoin, après avoir été quelques fois au Japon, de présenter au public français certains des artistes qui m'avaient interpellé là-bas. À commencer par Maruo Suehiro. C'est le premier que vous rencontrez? Alors c'est le premier que je rencontre, ça doit être lors de mon second voyage. Son galeriste m'avait emmené chez lui. Et à l'époque, il y avait assez peu de Français qui allaient au Japon. Donc son galeriste s'était dit, tiens, c'est marrant, il y a un Français qui est fan de Maruo, je dois aller faire quelque chose chez lui, je vais l'emmener avec moi. Donc on a sympathisé, si tant est qu'on puisse appeler ça comme ça. Il m'a donné un dessin, j'en ai acheté un autre. Et en revenant en France, je me suis dit, tiens, il faudrait qu'on puisse l'éditer, parce qu'il y avait vraiment rien de sorti de lui à cette époque. Donc il y a eu lui, et puis il y a eu aussi une exposition qui m'a beaucoup marqué à la Fondation Cartier. Une des stars de l'art contemporain, Takashi Murakami, que vous connaissez probablement, vous en avez parlé. Ouais. Donc, avait fait une exposition à la Fondation Cartier, et il avait invité une dizaine d'artistes japonais au sous-sol de la Fondation Cartier à présenter leurs travaux dans une exposition qui s'appelait Coloriage. Et là, j'ai découvert un artiste qui s'appelait Makoto Aida, et j'étais assez fan d'Aida. Donc, j'ai contacté son galeriste, je l'ai rencontré, je me suis dit j'aimerais faire quelque chose, mais j'ai jamais rien publié, donc on pouvait pas éditer un livre d'art de lui parce qu'il n'y avait pas d'exposition pour vendre le catalogue. Et il se trouve que Aida avait fait un manga qui était une œuvre d'art en fait dans une exposition, et qu'on a décidé de le publier. Ils ont trouvé l'idée assez folle, et on est parti aussi un petit peu comme pour Augiras, que j'avais fait pour l'Île Verte, avec un dossier, une partie manga et une partie exégétique sur le travail de l'artiste, avec des tableaux, tout ça, avec une double entrée. Le livre pouvait se regarder pour la partie manga en sens de lecture japonais, pour la partie art en sens occidental. Donc il y avait la double couverture. Ce galeriste avait aussi une autre artiste mangaka qui s'appelle Akino Kondo, dont j'étais assez friand,
Et donc on a aussi fait la même chose, une compilation de ses histoires courtes avec une exégèse de son travail d'artiste peintre, des tableaux. Et donc le Lézard Noir s'est développé un petit peu comme ça au gré des rencontres à chaque fois que j'allais au Japon, c'est-à-dire 15 jours ou 3 semaines tous les ans. Et votre slogan, au début, c'était quoi? C'était Alors au début, c'était ça veut dire quoi, ça? japonisme décadent, oui, parce que j'aimais, en fait, le Lézard Noir vient d'un roman, du titre d'un roman d'Edogawa Rampo, qui est un auteur de romans policiers qui mettait toujours une touche de sadisme dans ses livres, et j'aimais beaucoup les adaptations en film par Masumura de La Bête humaine, L'Ange rouge, etc. de Rampo. Et Rampo a publié un livre qui s'appelle Le Lézard Noir, Kuroto Kage, dans les années 20, je crois. Et le Lézard Noir est une sorte d'Arsène Lupin qui kidnappe une jeune fille, et il y a un policier, un inspecteur à sa recherche. Et ce roman a été adapté sous forme de pièce de théâtre par l'écrivain Mishima Yukio, qui apparaît dans un film tourné par Kinji Fukasaku, qui est un des spécialistes du film de genre gangster et yakuza au Japon des années 60, que j'aime beaucoup. Et Fukasaku a fait une adaptation avec un artiste chanteur, performeur transgenre qui s'appelle Akihiro Miwa, et Mishima apparaît dans ce film aussi. Donc il y a ce côté un petit peu gothique, ce Japon en fait qui est à la croisée de la civilisation occidentale et de la civilisation japonaise. La période Showa, bref, voilà, c'est tous ces artistes de cette période-là ont continué à influencer par capillarité en fait énormément d'artistes à travers le manga, le cinéma, les films de Tsuji Terayama entre autres, et cette espèce de kaléidoscope qui me fascinait a été en fait ce que le Lézard Noir voulait présenter au public français à l'époque. Il y avait aussi le fait que ce mangaka dont vous parlez n'arrivait pas à se faire éditer en France. Ça veut dire que vous avez aussi répondu à un Alors je sais pas si, d'abord je pense pas qu'il cherchait à se faire éditer. Je sais. N'était pas friand en tout cas le public. Moebius était fan de lui parce qu'il avait fait publier une nouvelle de lui dans une revue des éditions Casterman il y a très longtemps. Mais ce type de bande dessinée japonaise appartient à un courant, donc Maruo, Kazuichi Hanawa et autres, qu'on appelle l'éroguro. C'est une contraction de érotique grotesque. C'est-à-dire que on est dans une forme de représentation du sadisme assez raffinée, mais avec une telle touche de grotesque que c'en est presque ridicule des fois. Et c'est aussi influencé par une certaine frange de la culture occidentale, à savoir que Maruo a été très influencé évidemment par le Marquis de Sade, par Bellemare, Georges Bataille, mais aussi des artistes comme Clovis Trouille, qui mélangeaient aussi des thématiques antimilitaristes, anticléricales, érotiques, pop art dans ses tableaux, mais également un théâtre qui était assez connu avant-guerre et après-guerre à Paris, qui s'appelait le théâtre du Grand Guignol, où il y avait des histoires très sanglantes, des têtes coupées. Vous aimez ça? J'aimais pas ça, mais il y avait un côté... Alors d'abord, j'ai fondé le Lézard Noir, j'avais une trentaine d'années, peut-être que j'étais plus dans la transgression à l'époque que je le suis maintenant. Il y a besoin de canaliser des énergies, des attirances, et puis le goût aussi de... Il y a un tableau de Clovis Trouille qui est assez amusant, où il y a une jeune fille qui est en train de regarder derrière un rideau, donc il y avait aussi ça, ce fait de regarder à travers le rideau, mais aussi d'ouvrir le rideau en grand et puis de le montrer aux gens. Pourquoi? Parce qu'à travers cette forme d'imaginaire, ça peut éveiller des choses en soi, faire remonter des choses cathartiques et s'interroger même sur sa place d'humain. Qu'est-ce que c'est que l'humanité? Est-ce que c'est juste un vernis sous quelque chose d'animal, et que il faut pas grand-chose, d'ailleurs tout nous le démontre dans l'actualité, il faut pas grand-chose
une fois qu'on a gratté le vernis, pour que cette animalité, cette barbarie revienne en marche. Donc, il y a aussi tout ce travail mental de s'interroger sur soi-même, de ses pulsions, de qu'est-ce que l'érotisme, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que les grandes questions de l'homme, Eros et Thanatos quelque part. Justement, est-ce que par cette voie qui est un peu l'érotisme grotesque, qu'on l'on voit la version la plus authentique de la société, parce que là on parle quand même de la société japonaise, et vous ne vouliez pas justement être dans la carte postale, je l'ai dit en introduction, c'est bien ça votre objectif, enfin de ne pas faire ce qui est... Oui, alors en fait ça a été aussi un des problèmes du Lézard Noir, c'est que comme on était très, pas connu, mais c'était un petit peu, il y avait un petit background ou un petit following autour du Lézard Noir et de ce type de livre. Moi, j'étais pas le seul à le faire. Il y a un autre ami, Benoît Morer, qui fait une maison d'édition qui s'appelle Yamacho, qui est publié des livres un petit peu similaires. À travers ces livres, j'ai pas eu envie non plus d'être formaté par cette vision-là, parce qu'il n'y a pas que ça qui m'intéresse. Il y a aussi la culture classique. Donc j'ai eu envie peut-être d'en sortir à un moment donné. Et justement, à quel moment vous avez, parce que là, donc on parle de, au début c'était un marché de niche, de connaisseurs. Ouais. Et à quel moment vous avez ressenti le besoin d'opérer ce changement? Oh, c'est vite en fait, hein, c'est vite puisqu'on a développé un catalogue en parallèle qui s'appelait Le Petit Lézard, qui s'appelle toujours Le Petit Lézard, qui est né en fait d'une trouvaille que j'ai faite au Japon d'un personnage qui s'appelle un personnage de bande dessinée, de roman jeunesse qui s'appelle Moomin, et que j'ai eu envie d'éditer. Je pensais que Moomin était japonais, mais en fait c'était scandinave, donc on a eu très vite envie de faire ce catalogue jeunesse. Ma femme a édité aussi un ami à elle qui s'appelle Tomonori Taniguchi. On a sympathisé avec d'autres artistes japonais qu'on a publiés, puis on a édité ensuite c'est entre bande dessinée et livre jeunesse, la série Les Aventures Fantastiques de Sacré-Cœur, écrit par Almi Lissarne et illustré par l'illustrateur poitevin Laurent Audouin. Qui sort là bientôt en... Alors, ça va sortir en dessin animé dans pas très longtemps. Il y a une grosse exposition à la médiathèque là, et on sort notre 17e à la médiathèque volume. François Mitterrand de Poitiers. Il y a eu une très grosse exposition qui a rembouillé cette semaine, donc il tourne beaucoup. Il y a une adaptation en dessin animé qui a été produite par Ankama, qui va sortir sur France Télévisions Oco. Donc, le Lézard Noir, en fait, aurait dû, si j'avais été un peu moins impétueux, j'aurais dû faire une maison d'édition qui aurait pu s'appeler, alors si j'avais été mégalo, Stéphane Duval édition ou je sais pas quoi, ou une autre maison d'édition dans lequel il y aurait eu un catalogue qui se serait appelé Le Lézard Noir, Le Petit Lézard et tout un tas de choses. Mais le Lézard Noir était assez marqué. Donc il y a eu quelques années pour essayer de déconnecter le Lézard Noir uniquement de ce public-là, en fait. De ce public intéressé par les choses un peu plutôt décadentes, comme on dit. Décadentes. Ouais. Vous voulez dire que le catalogue est à l'image de son fondateur? Non, pas du tout. Moi, je suis particulièrement classique et plutôt straight. Après, j'ai un imaginaire un peu qui peut être un peu décadent. Enfin, en tout cas, je m'interdis pas beaucoup de choses en termes d'interdits au niveau de ce qu'on peut penser et de repousser la forme de l'interrogation sur soi, sur ce qu'est l'homme et tout. Et l'art amène à ça, en fait. Je pense que les gens devraient prendre des bains d'art régulièrement. Et j'écoutais une interview hier de Duchamp qui en parlait, et d'un artiste anglais aussi qui disait qu'il allait à la National Gallery pour réveiller ses sens. Ce week-end, je suis allé à Paris, à la Fondation Cartier, et puis j'ai eu besoin de ce bain aussi d'art. Il y a des fois, j'ai besoin aussi d'un bain de peinture symboliste ou d'un bain d'impressionnisme. Donc j'ai besoin d'aller voir les nymphéas de Monet, entre autres. Voilà. Parce qu'on a besoin de réimaginer, de relancer cet imaginaire personnel et collectif. Et tout ça, ça passe par la rétine. Après, ça rentre dans le cerveau, et après, qu'est-ce que ça peut faire voilà. Donc le Lézard Noir, c'est ça, en fait. Donc c'est ça qui fait la singularité aujourd'hui. C'est ça qui fait la singularité. Alors c'est ça qui faisait la singularité. Aujourd'hui, le Lézard Noir, en plus de 20 ans, s'est développé.
c'est une entreprise qui, moi, m'occupait soir, week-end, donc sur les interstices. Moi et mon épouse. Maintenant, j'ai 5 salariés. Donc, on peut pas vivre uniquement d'ouvrages un peu décadents, avant-gardistes. Et il n'y a pas que ça, c'est que ce type d'ouvrages mettent aussi beaucoup de temps à se concevoir, à se fabriquer, voilà. Et pour une rentabilité qui est quand même. On va vraiment s'attarder sur l'économie du livre parce que c'est un sujet qui est très important dans le contexte actuel. Moi qui m'intéresse beaucoup en plus. Et vraiment, mais ça prend combien de temps, justement, le temps parce que là, on parle du repérage, du choix du choix du manga, etc. Et puis la traduction. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire comment ça se passe? À minima, entre l'achat des droits et la sortie d'un livre, déjà, je dirais le repérage. Alors, comment on repère des livres? Alors, je suis un peu singulier par rapport à beaucoup de mes collègues, puisque beaucoup font les grandes foires internationales, Francfort, Bologne. Moi, par exemple, je suis jamais allé à Francfort. J'ai besoin d'aller dans le pays, de m'immerger, en plus, on est identifié aujourd'hui éditeur plutôt manga et art, même si on a de l'architecture et autres dans le catalogue. Mais on est un peu singulier dans le sens où on n'a pas un nom qui est un acronyme ou une onomatopée japonaise ou quelque chose. Voilà. Non, le lézard noir, on peut pas. Il aurait fallu l'appeler peut-être Kurotokage au départ ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas facile à prononcer forcément. Donc les livres que nous on publie habituellement sont plutôt les livres que ne vont pas forcément chercher mes collègues éditeurs, enfin du moins au début. Mes collègues éditeurs de manga, qui eux sont peut-être plus sur un manga mainstream, avec, j'imagine, des directeurs de collection qui sont plutôt héritiers de tout ce qu'ils ont vu au Club Dorothée et dans d'autres émissions après, que moi je connais pas forcément. Oui, donc les premiers livres que j'ai trouvés, c'était des livres que j'ai trouvés chez des galeristes d'art contemporain, en l'occurrence la galerie Mizuma à Tokyo. Et après, j'ai cherché dans les librairies de musées au Japon, dans les cafés qui avaient des corners bande dessinée, ou chez les libraires plutôt axés littérature et qui avaient des fois un petit coin adaptation littéraire. Donc c'est plutôt dans ces endroits-là que j'allais chercher au Japon, plus que dans les grandes librairies de manga. Et je peux dire que je suis pas un grand lecteur de manga. Alors je connais bien sûr. Non, je parle pas japonais. Donc en fait, c'est pour ça que tout est fait sur l'aspect visuel. Ouais. Il faut qu'il y ait des grands plans séquences, des cadrages un peu cinématographiques, ou que je me fasse un peu un film dans ma tête sur ce que doit être l'histoire. Bon, après, il se trouve que j'ai travaillé principalement pendant 15 ans avec la traductrice Miyako Slocombe, dont je connaissais le père. Elle a commencé à traduire ses premiers mangas avec moi et elle nous a accompagnés pendant plus de 15 ans. Elle nous accompagne d'ailleurs toujours sur des séries. Et je lui disais, voilà, est-ce que tu peux jeter un coup d'œil, qu'est-ce que tu penses de ce livre-là? Et puis mon épouse Asako aussi regarde de son côté. Donc oui, vous avez besoin d'immersion pour, en tout cas pour repérer. Tout à fait, oui. Et aux alentours des années 2015, quand je me suis dit qu'il fallait professionnaliser le lézard noir, j'ai eu moins de complexes par rapport à mes collègues grands éditeurs et je me suis dit que les livres qu'on voyait souvent passer avant avec ma femme au Japon et sur lesquels on ne faisait pas de proposition pour les acquérir, on allait le faire. Et il se trouve qu'on a trouvé ce titre-là, qui s'appelle Shisakobe, qui ressemble pas à ce qu'on est en droit de penser être un manga classique. Avec un découpage très rapide. Bon, ça raconte l'histoire d'un architecte qui doit revenir en catastrophe au pays parce que l'entreprise de ses parents de charpenterie a brûlé dans la nuit et ses parents sont morts dans l'incendie et que il va devoir reprendre l'entreprise et remonter avec l'abnégation qu'on connaît chez les Japonais, remonter l'entreprise et il va demander à une jeune fille qu'il a connue quand il était enfant de venir l'aider à faire l'intendance du quotidien. Et elle va dire, ok, si tu prends je crois qu'ils sont 5 enfants de l'orphelinat à côté, qui lui aussi a brûlé. Donc ça va être ce manga un peu tranche de vie, très proche du cinéma japonais depuis Ozu, Koreeda, tous ces grands cinéastes-là, plutôt contemplatifs. Et donc ça se rapproche plus d'une bande dessinée ligne claire à la limite américaine que de ce qu'on
ce qu'on imagine être le manga. Donc ça a été un peu disruptif peut-être dans le marché français. Et ça a plutôt marché, ça nous a amené justement une deuxième existence au Lézard Noir, qui avait déjà été commencée avec ce titre, Le Vagabond de Tokyo, qui est un de nos mangas les plus drôles que nous ayons publié, et qui raconte aussi les déboires d'un loser en pleine explosion de la bulle économique. Donc là, on n'était plus du tout dans les Roguro, mais plutôt dans l'envers du décor, sociétal, quelque chose de sociétal, à essayer de comprendre effectivement comment ça s'imbrique la famille, le travail, pour mieux comprendre cette société qui est beaucoup très codifiée, et pour lequel, quand on parle pas japonais comme moi et qu'on a que quelques amis qui ont vécu à l'étranger, qui peuvent parler anglais, pour mieux comprendre justement comment ça fonctionne. Et c'est assez fascinant. Donc il y a eu ça, puis ensuite un manga qu'on avait repéré il y a un petit moment, et puis on se disait tous les ans on sort pas, puis on le remettait dans la bibliothèque, et c'était La Cantine de minuit. Je dois dire qu'il est très agréable à lire, parce que j'ai commencé à le Ça donne faim. Hein. Ça donne faim à 1h du matin, et on est obligé d'aller chercher. Malheureusement, il n'y a pas de cantine de minuit où vous pouvez toquer à la porte pour dire tiens, est-ce que vous pouvez me préparer tel truc, et vous allez pouvoir rencontrer. Ça donnera des idées peut-être à des gens à Poitiers d'ouvrir un restaurant. Peut-être un restaurant de nuit comme ça. Je sais pas si on verrait la même faune interlope entre guillemets qu'on voit dans la cantine de minuit. Donc la cantine de minuit, ça raconte le quotidien d'un petit restaurant de quartier, du quartier chaud de Tokyo, à Shinjuku. Et la personne ne fait que 2 ou 3 plats, voilà, mais il peut vous préparer ce que vous avez envie en fonction de ce qu'il a trouvé sous la main. Et ça va donner l'occasion aux gens qui s'installent sur le zinc de parler, de communiquer, de dévoiler leur intimité, leurs failles, leurs espérances, et de créer du lien. C'est tout ce qui manque aujourd'hui. Donc c'est un petit peu ce qu'on voit quand on passe devant ces gargotes japonaises qui sont nombreuses, quand on se balade dans la rue, mais auxquelles on n'a pas accès en fait, puisque on va pas nous rentrer, on n'est pas salariman, on va pas s'installer, commander son bol de miso avec je sais pas, son ragoût japonais, et puis on va commencer à parler avec le tenancier, et puis d'un seul coup on va parler avec le voisin. Donc ça a interpellé beaucoup de gens qui avaient été au Japon, qui avaient été 1 fois, 2 fois, et qui avaient envie de mieux comprendre et de décrypter cette société. Donc ça a été nos grands succès, et c'est à ce moment-là où le Lézard Noir a pu prendre son envol et devenir une entreprise à part entière, recruter, moi quitter mon travail à la maison d'architecture, prendre des bureaux et nous développer. Et ensuite on a développé avec des titres, avec des séries un peu plus longues, des choses plus grand public, des ouvrages qui n'ont rien à voir avec les Roguro, mais quand on voit celui-ci, Le Tigre des Neiges, est une série d'Akiko Higashimura, qui est une des plus grandes mangaka japonaises. Et ce titre a eu le prix jeune adulte au Festival d'Angoulême, je sais plus quand exactement, ça doit être en 2018. En 2018. Donc ça s'est développé comme ça, en faisant des livres qui étaient un petit peu différents de ce que faisaient mes collègues en manga, à savoir des ouvrages entre guillemets un peu cheap, mais avec la jaquette, à tarif plutôt modeste. Nous, on a essayé de faire des livres qui se rapprochaient plutôt, et donc là on peut parler peut-être de romans graphiques, mais qui se rapprochaient de livres donc à une vingtaine d'euros, au format 15-18, sans rabat et sans jaquette, et qu'on aurait pu voir à côté des livres en littérature. Donc ça a été ça en fait ce que j'ai eu envie de faire moi pour me démarquer sur le marché français. Alors c'est important donc là on arrive un petit peu sur effectivement la question de l'économie du livre, parce qu'il est vrai que quand vous avez créé votre maison d'édition, vous n'avez pas établi de business plan. Alors je pense que ça fera un peu il y en a toujours pas. Toujours pas d'idée. En tout cas, c'était pas dans une optique peut-être un peu mercantile tout de suite. Mais c'est quand même, on parle d'art, mais ça reste tout de même une industrie, le monde du livre et du livre. Et est-ce que aujourd'hui le livre, vous dites qu'il se défend bien, le livre aujourd'hui? Vous pourriez dire. Alors le livre se défend bien. C'est compliqué parce qu'on vit une crise du livre, et pour autant on vend quand même plus de livres qu'avant le Covid. Donc notre meilleure année, nous, ça a été le Covid. Évidemment, il y avait que ça à acheter entre ça et les plateformes. Les gens ont surtout beaucoup consommé de lecture. Ouais, tout à fait. Mais après, on n'a pas été aussi bien servi que mes collègues
fans de manga, parce que en plus ont eu le pass culture, qui était un peu un pass manga, et énormément de jeunes ont acheté des mangas, plutôt des séries de type shonen. Donc nous, on n'a pas été trop impacté. Shonen, c'est tout ce qui est ado, c'est ça? Oui, ce serait plus des mangas ados, oui, tout à fait, ouais. Donc nous, on fait pas ce type de manga, on est plus dans ce qu'on appelle le josei, donc le manga jeune active, jeune femme, voilà, les déboires de la femme qui arrive à, voilà, jeune adulte, qui arrive à une trentaine d'années et qui s'interroge sur sa vie. Et puis les seinen, donc plutôt tranche de vie, mais aussi science-fiction, plus adulte. On parle souvent de l'économie du livre comme d'un monde qui est fragile. Est-ce que le mot est juste? Alors c'est un monde qui est fragile parce que, alors, il y a eu crise Covid, puis après la crise en Ukraine a fait qu'il y a eu une explosion des coûts. Tout le monde le sait, ça a été pour tout le monde. Pour autant, les prix des livres, en tout cas chez moi, n'ont pas forcément augmenté, donc la marge a baissé. Donc même si on fait une année qui peut être meilleure que celle d'il y a 4 ans, c'est pas pour ça qu'on fait plus de marge bénéficiaire. Or, c'est avec la marge faite sur un livre qu'on va pouvoir faire de la recherche et développement et acheter des nouvelles licences. Et comme on en parlait un petit peu avant, sur la durée entre le temps d'achat et le temps de sortie, il peut se passer au mieux 12 mois, mais plutôt 18 voire 24 mois. C'est beaucoup. Donc c'est énorme quand on achète des séries pour lesquelles les Japonais vont vous demander d'acheter une bonne partie de la série en préachat. Donc vous allez déjà commencer à investir énormément en traduction, en frais de maquette, en frais divers, avant de pouvoir donner l'ensemble à un imprimeur, que ça arrive sur le marché. Et donc il faut une trésorerie quand même assez extensible, parce que entre le moment où vous allez donner le livre, il va arriver chez le distributeur, vous allez avoir une facture de votre imprimeur, et entre le temps où le livre va sortir en librairie et que vous allez facturer votre distributeur, il va se passer quelques mois d'écart. Donc il peut y avoir un fossé de trésorerie entre le temps où on a acheté le livre et les premiers euros qui vont commencer à arriver pour espérer payer la totalité déjà de la fabrication et des coûts de base du bouquin, peut-être de 24 mois. Et justement, alors comment faire en sorte d'avoir cet équilibre entre le choix et le risque artistique et l'économie? Comme nous, on faisait pas partie d'un groupe, j'ai mis la main au panier régulièrement, je remettais de l'argent pour voir, un peu comme au poker ou autre, donc je remettais 500 € tous les mois dans l'entreprise, je prenais pas de salaire, je travaillais soir et week-end, etc. Puis à un moment donné, on a une série qui marche et qui va permettre de payer, de rembourser son compte courant et puis de pouvoir investir, parce qu'on va faire un petit peu de marge jusqu'à ce qu'on puisse essayer d'en vivre, prendre des salariés. Donc c'est là qu'il faut avoir des livres qui vendent un minimum, et que ce qui n'était pas le cas au début, c'est-à-dire de réfléchir à la rentabilité, commence à intervenir. Alors, on essaye aujourd'hui de réfléchir, on sait qu'il y a une attrition, donc une baisse de vente entre un volume 1 et un volume 2 de à peu près 40 à 50%, puis après on baisse encore jusqu'à peut-être vendre plus que 20% de l'équivalent du volume 1 quand on est au-delà du 6, du 7, du 8. Donc si on est sur une série très longue et que vous avez à peine atteint l'amortissement de votre premier volume, vous pouvez vous dire que vous allez perdre plusieurs milliers d'euros par volume suivant. Donc il faut faire très attention à son achat et à sa trésorerie. Et après, il y a des projets un peu fous où je me dis, tiens, on va faire un bouquin d'architecture. Récemment, on s'est dit, on a accepté de faire un bouquin avec... alors ça, c'est un livre qu'on nous avait apporté presque clé en main, mais là, on est en train de faire un livre d'entretien avec l'architecte Tadao Ando. Ça devait être un livre simple, avec quelques textes, quelques bâtiments expliqués. Puis finalement, Tadao Ando a décidé de faire un livre beaucoup plus gros. Et une fois le livre maquetté, traduit et autres, eh ben ils nous ont demandé est-ce qu'on peut pas rajouter tel bâtiment, est-ce qu'on peut pas rajouter, et on est en train de faire un livre un peu testament de Tadao Ando. Donc tout ça, ça bouleverse un petit peu tout. Et là, on peut pas réfléchir en termes de rentabilité, puisque ce livre ne sera jamais rentable. Et justement, par contre, il le sera en termes de rencontres.
Oui, de visibilité aussi, peut-être. De visibilité, de crédibilité, mais de rencontres et de stimulation personnelle. Alors, est-ce qu'il y a un moment où on dit, alors là, intervient le flair de l'éditeur? Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous dites ça, je le sens, ça va marcher, Oui, ça, ben ça moi marchera pas? j'essaye d'être un chien truffier quand je suis au Japon. Tous les jours, je sors, je vais un jour à Kobe, un jour à Osaka, un jour à Nishinomiya, un jour à tel endroit, et je vais dans des gargotes, dans des petites librairies de quartier, dans des trucs, et je cherche ce million seller. Ça, C'est mon votre objectif, en objectif. fait, Ouais. Alors après, si on veut vraiment faire un million seller, il faut faire ce qu'on appelle le shonen, travailler avec les grosses maisons d'édition japonaises de shonen, mais là, on est sur je veux pas dire que c'est pas possible, puisqu'il y a des éditeurs indépendants qui ont réussi à le faire. Je prends l'exemple de Ahmed Agnier, de Kiun. Lui, en restant indépendant, il a réussi à faire la nique à énormément de grands éditeurs français. Je lui tire mon chapeau. Mais nous, moi, je sais pas, je saurais pas vendre du shonen, je saurais pas faire, enfin, je saurais pas. Il faudrait il faudrait recruter les gens mais pour faire le business plan, pour se dire, tiens, le plan marketing, il aurait fallu faire ça il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est trop tard. Non, parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous évoquez, enfin, vous êtes 5 collaborateurs, en tout cas, Mmh. dans cette maison d'édition. Mais vous faites plus que ce que fait un éditeur. Ça veut dire que vous faites une bonne partie, vous faites pas que le travail artistique, le choix. Vous faites, vous me dites en Alors, off, que vous mettez la main à la pâte, en fait. En bah quelque alors sorte. je cherche les titres, hein. Je suis pas le Ouais. seul au sein de l'équipe à chercher. Je suis à l'écoute de propositions de mes collègues s'ils en ont à le faire. Euh, mais oui, bah je fais quoi? Je suis chef d'entreprise, donc évidemment il faut faire de la comptabilité, il faut s'occuper des contrats, il faut même s'occuper de la VPC. Moi je m'occupe de la VPC, je fais les colis, mais bon c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. Donc il y a toutes ces parties-là. Effectivement, si on est éditeur de manga chez un très gros éditeur, on est dans son poste, on discute avec le contrôleur de gestion, avec la compta, avec la personne qui chapeaute les différentes structures au sein du groupe. Bon, moi c'est moi qui fais tout ça, avec mes collègues bien sûr, mais hier j'ai dû nettoyer des planches pendant 3 heures, à enlever des bams et des booms sur des planches parce que au dernier moment je me suis dit bah non finalement j'ai envie d'enlever ces onomatopées. Donc comme on n'a pas forcément de graphiste attitré et que ça urge un peu, je me suis mis à faire ça, ce qui n'était pas très judicieux, c'est un peu. Vous êtes là où on vous attend pas, enfin, forcément là où vous devez, c'est pour, enfin, je veux dire, vous faites Ouais, ce qu'il y a à faire, sans vous poser trop de questions sur mais moi l'émission je de, considère qu'on est un petit peu comme entre l'échoppe et l'artisan, donc j'aime bien aussi faire tous ces métiers à la fois. J'ai besoin de me lever de mon siège pour aller faire un colis ou deux dans la journée, me dire tiens je vais aller passer à la poste pour les poster, ouais c'est mon quotidien depuis 30 ans. J'aime ça aussi. Stéphane Duval, je pense que pour les gens qui nous regardent, il y a peut-être une question qu'ils aimeraient savoir, c'est plutôt comment, à partir de combien une BD devient rentable et à partir de combien elle n'est plus rentable en fait. C'est compliqué, tout dépend le niveau de droit d'auteur que vous allez donner en fonction de ce qu'attend votre partenaire éditeur en face, puisque alors moi je suis plus publisher qu'éditeur en fait. Il y a l'éditeur qui va demander à un auteur de suivre un texte, qui va demander un texte, une BD, et qui va l'accompagner sa création tout au long jusqu'à la publication. Moi, j'achète des droits, donc je pense être plutôt bon dans ce domaine-là, c'est-à-dire de prendre des titres et d'essayer de donner une cohérence à un ensemble pour avoir un catalogue qui se tient. Je pense qu'on y est plutôt arrivé. Il y a peut-être eu quelques fautes de goût et tout sur 20-25 ans, mais je peux valider quasiment tous les bouquins qu'on a publiés. Je peux expliquer pourquoi ils viennent ici dans ce cheminement intellectuel d'entreprise, que celui-ci va peut-être ouvrir une porte sur après. Donc ça dépend. En général, nous on achète pas très élevé parce qu'on n'a pas une trésorerie phénoménale. Donc on essaye plutôt d'être sur des pépites, comme on dirait, que certains de mes collègues n'auraient pas vu passer ou se seraient dit tiens ça on voit pas à qui ça va s'adresser. Donc on essaye de trouver ces titres-là. Grosso modo, on peut dire qu'un livre, il faut chez moi qu'il s'équilibre à minimum 800 à 1200 exemplaires
pour pouvoir couvrir les frais de base, à savoir achat de droits, traduction, mise en page, impression. Et ça, c'est un minimum. Ça compte pas tout le temps passé, tout le travail que nous on aura fourni, les charges, les fluides, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des titres qui marchent bien. Et nous on a eu la chance d'avoir Shisakobe, puis La Cantine de Minuit, et aujourd'hui ce titre-là, Hirayasumi, qui est notre best-seller actuel, qui lui fait un carton, et heureusement qu'on l'a, parce que sinon on pourrait pas être 5 dans la boîte, il faudrait très vite rectifier. Malheureusement c'est une série qui va toucher à sa fin, donc il va y avoir encore, comme la queue de la comète, des ventes pendant X temps. Mais il faut pouvoir vivre aussi de son fond, développer son fond et trouver le prochain titre. Aujourd'hui, moi, j'ai pas vraiment de titre où je me dis tiens, j'ai la série de demain. Ça, je l'ai pas. Et qu'est-ce qui se passe quand un livre n'est pas vendu comme vous le souhaitez? Et donc, il y a des retours. Alors, il y a des retours. Les retours, ça fait partie de la vie de l'édition, puisqu'un libraire peut retourner quasiment 100% de ce qu'il a commandé, les invendus, et donc c'est une forme de dépôt-vente en fait, avec un écart de trésorerie. Pour moi, il y a beaucoup trop de gaspillage, parce qu'il y a d'abord il y a trop de sorties, tout le monde le dit, mais personne ne fait rien pour. D'un autre côté, c'est pas moi à mon niveau, avec mes 60 volumes ou 55 volumes par an, puisqu'on est à peu près à ce niveau-là aujourd'hui, qui fait la surproduction du marché. Je pense que les éditeurs sont pas assez sélectifs dans leur choix, parce qu'en fait, ils sont un peu comme la pêche au gros. Ils balancent, et puis en fonction, il y en a un qui va bien marcher et qui va payer les dettes des autres. Bon, il faut éviter de se lancer, à mon avis, dans cette bulle, parce que quand elle va exploser, ça risque d'être terrible pour pas mal d'éditeurs. Et en ce moment, elle explose dans le sens où, effectivement, les charges fixes ont augmenté, le coût du papier a augmenté, et il y a beaucoup moins de gens en librairie depuis un peu plus de 6 mois. Il y a eu un effondrement, d'ailleurs le CNL a fait un rapport sur la baisse de la lecture sur l'année dernière, et depuis je pense le printemps dernier, il y a eu une grosse baisse, érosion des ventes, et une baisse de visite des lecteurs en librairie. Alors évidemment, tout est à temporiser, parce qu'on a la femme de ménage, l'Astérix qui font X millions de machins, mais si on regarde le GF4 ce matin, il y a que ces titres-là quasiment. Puis après, il y a un manga tout en bas, je sais plus de quel gros éditeur, mais les autres, c'est vraiment la queue de la comète. Donc il y a énormément de titres qui ne se vendent qu'à 400 ou 500 exemplaires, et donc qui perdent des milliers d'euros. Donc faut pas être l'éditeur qui va quasiment perdre des milliers d'euros sur chaque livre, parce que là, ça peut aller très très vite. Puisque, en fait, vous allez avoir ces retours qui vont venir, vous avez payé le livre pour un tirage à 1000 ou à 2000, parce que votre diffuseur va vous demander un minimum pour que le livre soit visible, et puis très très vite les retours vont venir. Donc c'est là où il faut savoir piloter dans son entreprise. Qu'est-ce qu'on fait de ces retours? Est-ce que les livres comme Hirayasumi, on est sûr qu'ils se vendront? Donc là, on les traite pour les remettre en magasin à terme, et tout ça, ça a un coût assez élevé chez un chez un distributeur, ou on l'envoie directement au pilon. Puisque ce qui est complètement hallucinant, c'est qu'en fait c'est le pilon qui est gratuit. Donc ça peut pas pousser les éditeurs à être un peu plus vertueux, puisque de toute façon, s'ils ont décidé de mettre, destination 1, tout pilon, destination 2, on traite le retour, on remet en magasin, mais ça va vous coûter 60 centimes, et si vous ajoutez le fait qu'il y ait un autocollant qui a été mis par le libraire dessus, pour l'enlever, ça va vous coûter X centimes, etc., vous allez repayer une deuxième fois votre livre. Tout est fait pour vous pousser Tout est fait en fait pour pousser au pilon, parce qu'après il n'y a pas que ça, il y a aussi, donc ça c'est la double peine, mais après il y a la triple peine, c'est le coût du stockage. Donc vous avez le droit à un certain nombre de stockages par an chez votre distributeur, et si vous dépassez, eh ben ça va être tant du 1000 exemplaires, et là ça peut coûter très très vite. Donc moi j'ai eu ma première amende de stockage il y a un mois, et je l'ai très très mal vécu. Donc je suis un peu en colère et remonté. Et après il y a aussi le fait que vous avez le droit à un taux de retour. Et si vous faites trop de retours, bah vous pouvez avoir aussi une pénalité chez votre distributeur. Donc vous êtes flashé, et là vous recevez des amendes sur lesquelles, évidemment, c'est le pot de terre contre le pot de fer, donc c'est non négociable. Et vous pouvez pas vous dire tiens, je suis pas content de mon diffuseur distributeur, ça se passe pas comme je voudrais, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais, parce que vous avez, je sais pas, moi j'ai peut-être 250 à 300 titres en magasin. Ça fait minimum une palette par bouquin, où il y a au moins 300,
400 palettes. Je sais pas du tout combien j'ai de palettes chez mon distributeur aujourd'hui. On peut pas partir comme ça. On part pas comme ça, ouais. non. On part pas comme ça, puis c'est des coûts, et ça veut dire que vous avez après un trou dans l'exploitation de vos titres. Vous pouvez pas sortir un lancement de série, sortir un volume 1 chez un distributeur. Si vous changez de distributeur, le 2 va être diffusé par quelqu'un d'autre, ça n'a pas de sens. Donc, faut être assez prudent dans son changement de diffuseur-distributeur. Donc, on est un peu pris au piège d'une situation. Quand même, quel a été votre best-seller pendant tous ces 20 ans? Le best-seller, c'est La Cantine de minuit, puisque le premier volume, ça doit être dans on doit peut-être atteindre les 60 000 exemplaires aujourd'hui. 60 000 exemplaires. Ouais, peut-être. Et la série complète, c'est un plus de phénomène 200 000. pour un éditeur indépendant. Pour un phénomène, oui, pour un éditeur indépendant, oui. Alors, on est encore loin du million de seller, mais si on dit 200 000 sur la série, avec finalement assez peu de retours et toujours un public captif, puisque là, on va sortir le volume 15, je crois, et on continue à imprimer à 3 500-4 000 exemplaires, parce qu'il y a à peu près 3 000 ou 4 000 lecteurs réguliers du titre. Donc, ça reste un titre emblématique du catalogue. Maintenant, il faudrait voir comment arriver à le faire vivre, peut-être trouver un autre public autour. Donc ça, après, c'est le but aussi de l'éditeur, d'un point de vue du marketing, de se dire on va le rejaqueter, on va repenser quelque chose. Bon, c'est un peu compliqué sur une série à 15 volumes, mais on l'a fait pour Shisakobe l'an dernier, où il y a 1 an et demi, on a dû faire une édition de luxe. On a tout refait, on a augmenté le format, on a mis des bonus pour essayer justement de refaire connaître le titre. Donc, il faut arriver à faire vivre son fond. Le problème, c'est que depuis les 6 derniers mois, on voit une érosion du fond chez la totalité des éditeurs. Alors, un des rendez-vous les plus importants de la bande dessinée, en tout cas pour ne pas dire c'est la Mecque de la bande dessinée, ça se passe à Angoulême, donc le festival de la bande dessinée. Vous avez eu 2 prix. Ah, j'en ai eu 4 même. 4? Ouais, il y a eu le Tigre des Neiges, il y a eu Shisakobe. Les 2 premiers, c'était en 2008 et en 2018. Non, 2008 et 2015 pour Shisakobe. Après, il y a eu donc le Tigre des Neiges, et on a eu aussi, ça doit être 2018, ça doit être Je suis Shingo de Kazuo Uematsu. Ça doit être ça, je crois. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte, justement, ces prix? Alors, le premier prix parce qu'au début, moi, je faisais ça soir et week-end, donc c'était un boulot qui me tenait à cœur, mais c'était pas ce que je considérais comme un travail vraiment sérieux. Mais ça m'a conforté dans le fait que il y avait peut-être quelque chose. On était peut-être éditeur finalement. Après, on a eu énormément de sélections, donc quasiment tous les ans, on était en sélection à Angoulême. Donc on se disait, c'est un petit peu comme avoir son étoile au Michelin. On est dans la cour des grands, et donc ça nous a conforté dans notre position de me dire qu'on était une maison d'édition qui comptait quand même dans le paysage. Et puis après, il y a des prix, donc on se dit, voilà, on a quand même réussi à obtenir, c'est pas le Graal, parce que c'est pas un prix qui fait la vente forcément d'un livre. Ça peut aider à vendre un livre, mais ça amène une crédibilité aussi auprès des partenaires étrangers. Et puis beaucoup des titres qu'on a édités et qui ont eu des sélections ou des prix ont ensuite été signés par d'autres éditeurs à l'étranger. Donc on regardait un petit peu le travail quand même du Lézard Noir, ce travail un peu singulier, qui était entre littérature, beaux-arts et images, qui était pas juste un éditeur de manga. C'était ça qui m'intéressait. Donc évidemment, on était présent au Festival d'Angoulême depuis un peu plus de 15 ans, même si c'est plus nous qui tenions notre stand, puisqu'on déléguait la tenue du stand à un libraire qui s'appelle Manga 4, qui a ses boutiques à Bordeaux et à Angoulême, et qui faisait le travail très bien. Et malheureusement, il y a eu cet accident industriel cette année d'annulation, qui tombait pas bien, parce qu'on avait 2 grosses expositions prévues. Vous comprenez la raison pour laquelle c'était annulé déjà? Je comprends Parce qu'il faut rappeler un petit peu le contexte, la raison pour laquelle ça a été annulé. Je comprends la fronde vis-à-vis de l'association FIBD et de l'entreprise Novimar Plus. Et puis d'ailleurs sur les critiques, j'ai été aussi un des plus critiques sur l'attribution à cette entreprise uniquement sans mise en concurrence, parce que je pense qu'il y a pas après moi le déluge. Il y a des tas d'entreprises qui sont capables de tenir. De repreneurs. Il y a des tas de gens qui sont capables de le faire. Puis là, il y a eu un coup de micmac. J'ai pas bien compris pourquoi il y a eu qu'eux qui ont été choisis à un moment donné par l'association. Donc ça a mis un peu le feu aux poudres, plus des histoires de RH dans lesquelles moi je veux pas rentrer.
Mais j'étais plutôt opposé au fait du jusqu'au boutisme de tout casser l'outil, parce que j'ai été dans suffisamment de structures par le passé pour savoir que pour remonter quelque chose de ce niveau-là, eh ben il faut du temps, et qu'un historique on peut l'oublier assez vite, et le public peut l'oublier assez vite, et les financeurs peuvent l'oublier assez vite en temps de disette justement où les pouvoirs politiques ont plutôt envie de baisser la subvention. Ça peut être un argument justement pour baisser la subvention, pour le fait de trouver aussi des partenaires, de se dire est-ce qu'on a envie d'être partenaire d'un milieu où on va se taper une fronde pour un oui, pour un non et tout ça. Je pense c'était pas forcément la bonne idée. Il y avait probablement des choses Faut rappeler comme la crise a duré de longues mois, pour ne pas dire les conditions de travail, management toxique, oui. etc., de la précarité des auteurs de BD. Tout ça, ça a été, ça revient assez régulièrement dans le débat sur le secteur de la bande dessinée de manière générale. Mais vous, autant que maison d'édition, qu'est-ce que ça change dans l'économie d'une année pour vous, en fait? Alors dans l'économie d'une année, finalement, pas grand-chose, puisque la vente au Festival d'Angoulême, ça fait peut-être, je sais pas, entre 2000 et 3000 livres pour un stand comme le mien. Nous, on vend à peu près 150 000 livres à l'année. Donc je veux pas dire que c'est une goutte d'eau, mais c'est pas ça qui va créer la différence. L'intérêt de ce festival, c'est pas la dédicace pour moi. En fait, je vois pas d'intérêt à la dédicace. D'ailleurs, je suis même pour la dédicace payante. Je pense. C'est un libéral, en fait. Non, bah justement, parce que je pense que les auteurs doivent pas venir gratuitement, et que le fait de faire un dessin sur un truc, sur un livre, bah c'est quand même un travail fourni. C'est pas que un cadeau, quoi. Alors après, il y aurait probablement différentes manières de le faire. Il y a des auteurs au Japon où vous demandez une dédicace, vous avez juste la signature. Et puis certains vont faire une petite tête, et si après vous avez un dessin un peu plus gros, bah, le livre va être vendu avec le prix de la dédicace. Mais une des raisons pour lesquelles ce festival aussi a été décréé, c'est que justement le coût est de plus en plus élevé. On passe de 40 euros à 60 alors euros. moi je connais pas j'ai pas le fond du problème, bien sûr. Je suis le premier à dire que c'est trop élevé. Enfin c'est quand même une librairie sous des stands. Oui. Et quelqu'un qui veut juste venir voir des livres va quand même payer, je sais pas, 60 euros pour le pass, mais ça doit être pas loin de 20 euros pour la journée. Moi, je trouve ça exorbitant, juste pour venir voir des... en fait, il n'y a pas un achat à deux niveaux. Ceux qui voudraient voir effectivement les expositions qui ont coûté un coup. Une exposition, ça se monte pas gratuitement. Les équipes du festival, les commissaires d'exposition ont travaillé pendant un an pour rédiger des notices, pour contacter des gens, pour importer des œuvres. Ça peut pas être gratuit, tout ça, c'est pas possible. Enfin, la gratuité, il y a toujours quelqu'un qui paye. Ça n'existe pas, la gratuité. Donc, le festival était de plus en plus cher, mais c'était un festival qui devait coûter aussi cher. Alors peut-être que le festival est peut-être trop ambitieux par rapport à la taille de la ville, par rapport à ses infrastructures. Mais on verra ce qui va en sortir. Il y a des nouveaux appels d'offres qui vont venir. Je pense qu'il y aura sûrement des très bons dossiers. Vous étiez de toute façon prêt pour cette année. Enfin, je veux dire, là, nous sommes en février. On enregistre cette émission en février. Et... Alors nous, on était prêts. Oui, on était prêts. C'était un peu tendu parce que, en fait, il y a eu une exposition qu'on nous a proposée de notre auteur très connu en manga d'horreur, Kazuo Umezu, qui a eu un prix à Angoulême, et le festival avait décidé de faire l'exposition patrimoine autour d'Umezu. Donc cet été, quand on a été au Japon, on a décidé d'acheter une autobiographie de lui, un livre d'art et tout ça, et que ça nous a bouleversé tout notre planning, puisque on a fait l'achat des bouquins et on s'est dit très très vite, il faut les traduire, les maqueter, les mettre sur le marché. Donc j'ai mis un peu de côté une partie du boulot. Donc cette exposition aujourd'hui est annulée. Personne n'en parle. Je sais pas si elle aura lieu ailleurs. Les pouvoirs publics ont, je pense, même pas essayé de sauver les expositions qui étaient prévues. Il y avait celle-ci, il y en avait une sur un auteur de chez Glénat, Parasite, entre autres. Donc j'ai cru comprendre que les originaux étaient arrivés à Paris, que les encadrements devaient être faits, mais l'exposition va sûrement repartir au Japon. Donc tout ça, c'est un peu dommage, parce que cette exposition ne verra peut-être jamais le jour. Et puis la Cité internationale de la bande dessinée d'Angoulême
nous avait proposé une exposition rétrospective autour du Lézard Noir. Donc comme le festival était annulé, moi j'ai dit que ça valait pas le coup de la positionner à ce moment-là. Donc on l'a décalé, puis finalement il y a eu un off, mais bon c'était trop tard pour la remettre, j'imagine. Bref, cette exposition sera décalée, mais elle nous a demandé énormément de temps de préparation. Asako, au Lézard Noir, a dû passer énormément de mails et de demandes de validation pour obtenir des planches. Il y avait une 50aine d'auteurs prévus dans l'expo pour refaire la scénographie. Bon, on a passé énormément de temps à faire tout ça, et pendant ce temps-là, on n'a pas fait le quotidien du Lézard Noir, donc ça nous a mis un peu dedans. Donc c'était un peu dommage, mais très très vite, il a fallu rebondir et se dire bon, bah, on passe à autre chose. On va pas se morfondre sur nos... La résilience du genre. Ouais, non, il faut avancer. Ouais. Donc on passe à autre chose. On avait prévu de sortir 5 livres d'Umezu, puisque évidemment on devait avoir la boutique en fin d'exposition, et les livres dont je vous parle sont des livres un petit peu difficiles à équilibrer. Ils pouvaient s'équilibrer uniquement si on avait la vente à la sortie et que les gens achetaient les livres comme catalogue d'exposition. Donc on va essayer de faire un événement Umezu au prochain Halloween, au moment d'Halloween. Mais bon, voilà, quand on parle d'économie du livre, c'est des livres que j'ai achetés moi l'été dernier, qui vont sortir à Halloween et qui me seront donc payés probablement pas avant le mois de février 2027. Donc cet argent, il est dépensé. Pour en finir sur le festival d'Angoulême, il y a eu un grand off ce week-end. Est-ce que vous avez pensé y aller? Est-ce que vous y êtes allé déjà ou pas du tout? Ah non, j'y suis pas allé. Et en fait, j'avais d'autres obligations ce jour-là. J'ai dû accompagner mon fils à des journées portes ouvertes comme c'était prévu. Donc, et puis j'avais pas forcément envie, justement, parce que ces expositions avaient été annulées et que j'avais pas forcément envie de me remettre dans un bain et d'argumenter, d'en entendre parler. J'en ai trop entendu parler. Donc, non, il faut qu'on passe à autre chose. On viendra probablement au prochain festival, peut-être avec l'exposition Lézard Noir à ce moment-là. Je sais pas quand est-ce que le festival sera prévu. J'imagine que qu'il y aura des belles propositions, parce que d'après les quelques noms sur les dossiers que j'ai vus passer, il y avait des gens tout à fait compétents et capables de faire un festival. Donc on verra ce que ça donnera. Stéphane Duval, j'ai remarqué que dans votre vie, quand même, on avait évoqué un cycle de 13 ans à chaque fois. Alors, je ne vais pas vous dire, comme dans la chanson, qu'est-ce que tu fais les 100 prochaines années, mais qu'est-ce que vous faites les 13 prochaines années qu'est-ce que vous voudriez faire les 13 prochaines années de votre vie? Alors, les 13 prochaines années de ma vie, j'aurais dépassé l'âge de la retraite, déjà. Vraiment? Oui, j'ai eu 56 ans hier. Très bien. Donc les 13 prochaines années, ça veut dire j'aurai 69, 70 ans. Alors il aura fallu, il se sera posé la question dans ces 13 ans de la transmission, de l'entreprise, de qu'est-ce qu'on fait. Moi, j'ai pas forcément envie d'arrêter. De toute façon, je pense que tant que je pourrai marcher ou avoir des projets, avoir de quoi les financer, j'aurai toujours besoin de sortir dans le monde phénoménal des obsessions, des choses, et de pouvoir essayer de le transmettre aux autres. Ça, c'est une certitude. Mais toute ma vie, moi, j'ai essayé de pas avoir un job de 9 à 17 heures. J'ai essayé de sortir de ça. Aujourd'hui, je suis mon propre patron, j'emploie des gens, mais j'essaye de faire en sorte que ce soit épanouissant pour les uns et les autres et que je m'épanouisse moi aussi. Donc les 13 prochaines années, ce sera de toute façon ce besoin de découverte. On va refaire, comme au début du Lézard Noir, des livres un petit peu particuliers, des livres d'artistes qui demandent beaucoup de temps, des livres d'architecture. Alors ça fait un petit peu paniquer mon diffuseur, parce que ce sont des livres qui sont pas évidents à mettre sur le marché. Donc, mais on va essayer de voir, nous, de quelle manière on va pouvoir les commercialiser, peut-être avec des préventes, peut-être avec des exclusivités. On se rend compte que les gens achètent de plus en plus sur Internet. Il n'y a pas de raison que les gens aillent acheter sur Amazon. Moi, j'ai jamais acheté sur Amazon, donc il faut plutôt que les gens viennent acheter chez moi. Et puis avec des libraires partenaires. Donc on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres manières de communiquer et d'être toujours dans ce slogan, puisque même si ça c'est un des slogans en fait qui moi m'anime, c'est le less is more de Mies van der Rohe, l'architecte du Bauhaus. C'est d'essayer de faire plus avec une économie d'échelle, ou avec une économie de moyens, ou une économie de lignes artistiques, ou voilà, d'essayer de
rester là-dedans. Pour moi, c'est un des mots d'ordre que j'ai. Nous arrivons à la fin de cette émission à Stéphane Duval et je ne résiste pas à vous poser ma question fétiche. Si jamais vous deviez vous exiler sur une île avec un seul livre pour bagage, vous choisiriez quoi? Alors, je suis déjà un peu dans une île intérieure, hein, mais et c'est vrai que j'avais une maison d'édition qui s'appelait l'Île Verte aussi. Alors, ça serait plutôt alors, d'abord, je partirais avec un disque, puisque moi, je peux pas vivre sans musique. C'est mon obsession au quotidien, c'est la musique. Et je partirais probablement avec, je suis pas vegan, mais peut-être que sur une île déserte, je serais obligé d'être végétarien. Je partirais avec Meat is Murder des Smiths. Et puis, si c'était un livre, alors peut-être que je serais ermite sur cette île. Peut-être qu'il y aura pas d'autres. Vous êtes seul. Si je suis seul, eh ben, je prendrais peut-être. On a parlé de lui tout à l'heure. Je l'ai pas lu depuis très longtemps, mais ça sera l'occasion aussi de faire un lien avec le directeur de la médiathèque de Poitiers, Jean-Louis Glisson, que je remercie et que nous remercions. Bien sûr, on le remercie tout et on lui souhaite bonne retraite, parce qu'il part à la retraite. En effet. Il est parti à la retraite, et qui d'ailleurs, c'est lui qui m'a proposé votre nom pour cette émission. Ben, voilà, c'est l'occasion de le remercier. Donc, avec cet écrivain périgourdin, puisqu'il est de Périgueux, Jean-Louis, François Augiras, la médiathèque de Périgueux s'appelle la médiathèque François Augiras, et Jean-Louis a été directeur de la médiathèque François Augiras. Mais je sais qu'il aime pas trop l'écrivain. Mais Augiras, à la fin de sa vie, a écrit un livre qui s'appelle Dôme ou l'essai d'occupation, et il est entre l'hospice de Dôme, donc en Périgord, et tous les jours, il va voler de l'encens à l'église, qu'il va faire brûler dans une caverne, et il essaye de rentrer en communication avec d'autres formes d'entités sur la planète, et il y a un passage où il dit « Mon front contre la roche, je reprends l'écoute, quelque chose se passe dans l'univers ». Donc c'est un livre un peu étonnant qui se passe au moment du solstice d'été. Et Augiras préfigurait un petit peu l'arrivée des bouddhistes en Périgord, avec son côté un petit peu retour à une religion naturelle, très chrétienne. Et peut-être aussi avec, alors ça c'est un phénomène qui m'intéresse en ce moment, tout ce qui est le phénomène des pans et les divulgations par les Américains justement des différents phénomènes aéronautiques non expliqués. Et donc Augiras préférerait aussi ça, puisqu'il était aussi peintre, et à la fin de sa vie il faisait des soucoupes volantes. Voilà, donc c'est ça qui m'intéresserait peut-être d'emmener comme livre, parce que c'était quelqu'un un petit peu même lui un petit peu décadent. Ouais. Donc il y a ce truc, exil décadent. Ouais, les gens un peu un petit peu en marge, qui ont décidé d'être leur propre lumière et leur propre flambeau. Merci Stéphane Duval. Je vous en prie. Merci à vous.